Et si on vous disait la Coupe d'Afrique des Nations 2025 n'était pas censée être gagnée par le Sénégal, et si le scénario était déjà écrit, les décisions déjà prises et le vainqueur déjà désigné? Alors pourquoi dès la fin de la finale, le Sénégal n'a reçu ni félicitations, ni reconnaissance, mais des menaces, des communiqués et une plainte annoncée? Ce que vous allez voir n'est pas une rumeur, ce n'est pas une émotion d'après-match, c'est une chronologie, des faits et un système. Il faut revenir à cette nuit de Rabat, la nuit où tout a basculé. Finale de la CAN 2025, Sénégal contre le Maroc. Un match fermé, tendu, électrique. Et puis dans toutes les dernières secondes du temps additionnel, un pénalty est accordé au Maroc. C'est incroyable. Une décision immédiatement contestée. Les joueurs sénégalais quittent la pelouse, tout sauf un. Sadio Mané reste. Il évite que le match dégénère. Le pénalty est finalement tiré et raté par Brahim Diaz. Le match reprend, les prolongations. À la 93e minute, Pape Gueye marque. Le Sénégal est champion d'Afrique. Le Sénégal! Mais autour du terrain, la tension est extrême. Des supporters sénégalais sont pris à partie. Le troisième gardien, Yehvan Diouf, est agressé par des ramasseurs de balles. Une serviette est refusée à Edouard Mendy. Des scènes graves, filmées, documentées. Et pourtant, ce ne sont pas ces faits que la FIFA et la CAF vont dénoncer en premier. Quelques heures seulement après la finale, le président de la FIFA, Gianni Infantino, prend la parole. Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière. La violence ne saurait être tolérée dans notre sport. Elle est tout simplement inacceptable. Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres, sur et en dehors du terrain. Il ne parle que d'une équipe, le Sénégal. La CAF, dirigée par Patrice Motsepe, enchaîne. La CAF condamne fermement tout comportement inapproprié survenant pendant les matchs, en particulier ceux visant l'équipe arbitrale ou les organisateurs de la rencontre. La CAF examine toutes les images et saisira les instances compétentes. Même ton, même message, même silence sur les provocations. Mais pourquoi cette précipitation? Pourquoi ce parti pris apparent? Parce que cette CAN n'est pas qu'un tournoi de football. Depuis plusieurs années, la FIFA veut imposer une Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans. Pourquoi? S'aligner sur le calendrier de la FIFA, à savoir la Coupe du Monde, et de l'UEFA, particulièrement l'Euro, qui se déroule tous les 4 ans. Même si beaucoup pensent que c'est pour préserver les intérêts des clubs européens. C'est juste l'intérêt des clubs européens. Point. L'idée d'une CAN organisée tous les 4 ans remonte à l'ère Issa Hayatou, président de la CAF de 1988 à 2017. Durant cette période, il s'y est toujours opposé malgré les pressions de la FIFA dirigée par Sepp Blatter entre 1998 et 2015. Ce refus reposait sur 3 réalités majeures. D'abord, la faiblesse économique des fédérations africaines privées de droits TV et de ressources au marketing comparables à celles de l'Europe ou de l'Amérique du Sud. Ensuite, la nécessité de compétitions régulières pour maintenir le niveau des sélections dans un continent marqué par des infrastructures, des ligues et des systèmes de formation inégaux. Enfin, la défense d'un modèle autonome refusant un alignement systématique sur des standards européens jugés inadaptés aux réalités du continent. Pour Hayatou, espacer la CAN revenait à fragiliser tout l'écosystème du football africain. Alors, il fallait changer les hommes. Moi, je ne dirais pas la FIFA. Un individu a estimé au niveau de la FIFA qu'il fallait absolument m'écarter. Parce qu'il y a d'autres raisons qui ont motivé la position de cet individu. Il faut qu'on m'écarte. Face à l'incapacité de Sepp Blatter à imposer à la CAF une CAN organisée tous les 4 ans, une autre option s'impose. Changer d'homme, changer de méthode. Cet homme, c'est Gianni Infantino. Alors secrétaire général de l'UEFA entre 2009 et mars 2016, juriste suisse et fin stratège des arcanes du football mondial. Le basculement intervient en septembre 2015. Le ministère public de la Confédération suisse ouvre une procédure pénale contre Sepp Blatter, soupçonné d'un paiement déloyal de 2 millions de francs suisses. Blatter est fragilisé politiquement et juridiquement. Mais l'opération ne s'arrête pas là.
Son successeur naturel, Michel Platini, ancien international français et président de l'UEFA de janvier 2007 à octobre 2015, est à son tour mis en cause, accusé d'avoir signé un contrat défavorable à la FIFA. La voie est désormais libre pour qui? Gianni Infantino. Le 26 octobre 2015, il annonce sa candidature à la présidence de la FIFA. 4 mois plus tard, le 26 février 2016, il est élu au second tour avec 115 voix contre 88 pour Salman Al Khalifa. Mais le paradoxe demeure. À cette époque, Infantino est toujours secrétaire général de l'UEFA. Son nom est cité dans des affaires de trafic d'influence finalement classées par le ministère public suisse. Il apparaît également dans les Panama Papers pour des contrats commerciaux signés en 2006 avec une société offshore au nom de l'UEFA. Aucune suite judiciaire ne sera rendue publique. Une fois installé à la tête de la FIFA, l'objectif devient clair: aligner l'Afrique sur les exigences des clubs européens en imposant à la CAF une CAN tous les 4 ans. Mais il y a un dernier obstacle. Issa Hayatou, l'homme qui pendant des années a tenu tête à Sepp Blatter et qui n'a jamais cédé. Gianni Infantino ne perd pas de temps. En mars 2017, l'élection du président de la Confédération africaine de football devient un enjeu stratégique majeur. 2 favoris se détachent alors, Jacques Anouma et Amos Adomou. Mais le scénario semble étrangement familier. Amos Adomou est accusé d'avoir reçu des pots de vin et se voit suspendu pour 2 ans de toute activité liée au football, écartant de fait l'un des principaux obstacles. Un modus operandi très bien connu, suivez mon regard. La suite est révélée publiquement dans un article de BBC Afrique intitulé Amos Adomou, Infantino fait campagne pour Ahmad. L'intéressé affirme sans détour, Gianni Infantino est en train de mener une campagne afin de déloger Issa Hayatou de son poste de président de la CAF au profit d'Ahmad, président de la fédération malgache. À partir de là, le verrou africain commence à céder. Le 16 mars 2017, le scénario arrive à son terme. Ahmad est élu président de la CAF. Mais très vite, les lignes commencent à bouger et surtout à se fissurer. Dès les premiers mois, des divergences profondes apparaissent entre Ahmad et Gianni Infantino. En mai 2017, dans une interview accordée à la BBC, le nouveau patron du football africain affiche une vision radicalement différente. Il dénonce l'absence de séparation des pouvoirs au sein de la CAF et appelle à des réformes statutaires plaidant pour l'indépendance de l'organe judiciaire, de l'exécutif et du Congrès. Une critique directe d'un système qu'il juge trop centralisé et confisqué par le comité exécutif. À l'inverse, Gianni Infantino défend une centralisation du pouvoir, estimant que l'affaiblissement des mécanismes de contrôle permet une prise de décision plus rapide, quitte à s'éloigner des réalités des associations nationales. 2 visions, 2 méthodes, une collision inévitable. La rupture se creuse davantage en juillet 2019. Samuel Eto'o et Didier Drogba sont mes collaborateurs les plus proches à partir de maintenant. Et ils occuperont des fonctions officielles. Le titre de leur responsabilité va être dévoilé prochainement. Dans le même temps, le débat sur la CAN tous les 4 ans refait surface. Gianni Infantino en fait l'annonce sans consultation préalable des dirigeants africains. Ce que je vous demande, c'est votre décision, mais ce que je vous demande de discuter et de réfléchir, c'est de passer la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans. La réaction ne tarde pas. En février 2020, sur RFI, Samuel Eto'o, proche d'Ahmad, répond frontalement. Il faut que Gianni et les autres sachent qu'il y a une génération qui n'est plus complexée. Celle-là qui connaît les mêmes universités que leurs enfants. Quand Gianni nous dit de faire une Coupe d'Afrique à 4 ans, je dis Gianni, explique-nous. Mais tu ne nous expliques pas ça devant tout le monde parce qu'il y a un président de la CAF. Puis vient le coup de théâtre final. Le 23 novembre 2020, selon un schéma déjà observé, la Chambre de jugement de la FIFA prononce contre Ahmad une interdiction de toute activité liée au football au niveau mondial et international pour une durée de 5 ans à l'issue d'une enquête portant sur la gouvernance de la CAF. Oui, il fallait un président plus souple. Après l'éviction d'Ahmad, Gianni Infantino se met en quête d'un profil plus souple, plus en phase avec sa vision du football africain. En mars 2021, son choix est clair, Patrice Motsepe, le Sud-Africain. L'élection à la tête de la CAF semble être ouverte avec 4 candidats annoncés. Augustin Senghor, Ahmed Yahya, Jacques Anouma et Patrice Motsepe lui-même. Mais le scénario va rapidement changer. Les 3 autres prétendants se retirent successivement, laissant Motsepe seul en lice. En coulisses, un lobbying intense mené par Gianni Infantino est évoqué.
pour favoriser ce dénouement sans affrontement électoral. Une fois élu, le contraste est saisissant. Patrice Motsepe valide ce que ses prédécesseurs ont toujours refusé. Ce qu'Issa Hayatou a agité pendant des décennies, ce qu'Ahmed Ahmad n'a jamais entériné, devient désormais réalité. La CAN organisée tous les 4 ans est actée. Et plus symbolique encore, la suppression de la CHAN, compétition dédiée aux joueurs évoluant dans les championnats africains, pourtant pensée pour valoriser le football local. Un nouveau cycle s'ouvre aux conséquences lourdes pour le football africain. Mais une fois le principe de la CAN tous les 4 ans à partir de 2028 acté, une question centrale demeure: où se jouera cette compétition? À ce stade, aucun pays organisateur n'est officiellement désigné, sauf le Maroc. Rabat est pressenti depuis le départ et aurait, selon plusieurs sources, posé des conditions préalables. Parmi elles, une rumeur persistante, l'exigence de remporter la CAN, une rumeur formellement démentie par les autorités marocaines. Mais au-delà des déclarations, l'effet de jeu interpelle. Entre la phase de groupe et la finale de la CAN 2025, plusieurs décisions arbitrales alimentent un même sentiment, celui d'un traitement favorable accordé au Maroc. Dès lors, une question s'impose: tout était-il déjà écrit? Pour tenter d'y répondre, il faut descendre sur le terrain, analyser match après match et décortiquer certaines décisions d'arbitrage qui, loin d'être anodines, pèsent lourd dans le scénario final. Dès la phase de groupe, le Maroc affronte le Mali dans un match décisif pour la première place du groupe. Score final, 1 but partout, mais une action fait polémique. Une faute sur l'attaquant malien dans la surface sanctionnable d'un penalty ne sera jamais sifflée. En huitième de finale, face à la Tanzanie, le scénario se répète. Un accrochage évident à la main sur un joueur tanzanien dans la surface marocaine reste là encore sans sanction. Même situation en quart de finale contre le Cameroun. Un attaquant camerounais est stoppé après que le défenseur marocain laisse traîner ses pieds dans la surface. Le penalty, une nouvelle fois, n'est pas accordé. Puis vient la demi-finale et un épisode encore plus troublant. Le gardien nigérian Stanley Bobo Nwabali se voit subtiliser ses serviettes en plein match, l'empêchant d'essuyer ses gants. Les images circulent. Une première vidéo montre un ramasseur de balles s'emparer d'une serviette. Une seconde révèle une autre serviette prise par un officiel marocain chargé de la sécurité. Malgré ces éléments, silence total de la CAF et de la FIFA. Dans ce contexte, le Maroc se qualifie pour la finale. En face, le Sénégal, auteur d'un parcours presque sans faute, se dresse comme le dernier obstacle. Une affiche de rêve, mais aussi pour beaucoup, l'aboutissement d'un scénario déjà lourdement contesté. Pour la finale, un nom retient toutes les attentions: Jean-Jacques Ndala Ngambo, arbitre congolais. Un choix qui suscite de sérieux doutes tant il est perçu comme favorable au Maroc. Le média CNews titre même CAN 2025, pourquoi le choix de l'arbitre pour la finale est-il une bonne nouvelle pour le Maroc? Et là, deux éléments sont mis en avant. Le Maroc n'a jamais perdu avec Jean-Jacques Ndala Ngambo au sifflet. Son bilan, 7 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Autre polémique, il avait déjà arbitré le match d'ouverture opposant le Maroc aux Comores, remporté par le Maroc. Lors de cette rencontre, un pénalty généreux avait été accordé aux hommes de Walid Regragui, déclenchant une vive polémique. Le jour de la finale, tous les doutes se confirment sur le terrain. Jean-Jacques Ndala Ngambo devient rapidement le centre des polémiques. À 0-0 dans le temps additionnel de la 90e minute, le Sénégal voit un but refusé pour une prétendue faute sur Hakimi. Pourtant, le joueur marocain avait lui-même simulé sa chute. Malgré l'insistance des joueurs sénégalais, l'arbitre refuse de consulter la VAR, une décision qui enflamme le banc sénégalais et les observateurs. Quelques minutes plus tard, à la 94e minute, une action marocaine soulève à nouveau la controverse. L'attaquant marocain est en position de hors-jeu suite à un centre, mais Ndala Ngambo ne le signale pas, donnant un corner au Lion de l'Atlas. Sur ce corner, un duel entre l'arrière gauche sénégalais El Hadji Malick Diouf et Brahim Diaz provoque une consultation de la VAR après pression de l'attaquant marocain sur l'arbitre. Qu'est-ce qu'il décide, Jean-Jacques Ndala? C'est incroyable, incroyable. Et le coach Pape Thiaw décide de faire entrer ses joueurs au vestiaire avant de reprendre le match sur la demande de Sadio Mané. Le penalty qui en découle est raté par Brahim Diaz et le match entre dans les prolongations. À la 93e minute des prolongations, Pape Gueye marque le seul but du match. Le Sénégal s'impose. Un soulagement immense pour les Lions, mais aussi un scénario chargé de controverses qui laisse planer l'ombre de décisions arbitrales douteuses tout au long du match. Et c'est là que commence la riposte. Après le match, le Maroc frappe fort. Une plainte est déposée contre le Sénégal et plus particulièrement contre Pape Thiaw, accusé d'avoir demandé à ses joueurs de quitter le terrain.
Selon la Fédération royale marocaine de football, ce serait un manque de fair play, un comportement inacceptable après les pénaltys refusés au Maroc. Mais derrière cette plainte, il y a un acteur majeur, Fouzi Lekja. Et quand on parle de Lekja, on parle d'un nom plus puissant que ce que le simple titre de président laisse entendre. Au Maroc, il cumule les fonctions, ministre délégué chargé du budget, ancien président du RS Berkane. Son influence dans le football local est totale. Mais c'est à l'international que son pouvoir explose. Premier vice-président de la CAF, membre du conseil de la FIFA, il siège dans le cœur même du football mondial, là où se prennent les décisions stratégiques. Et surtout, il bénéficie de la protection de Gianni Infantino qui voit en lui un allié pour garantir que le Maroc organise la CAN 2028. En clair, cette plainte ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas un geste isolé. C'est la force d'un homme qui cumule politique, pouvoir sportif et appuis internationaux capables de faire trembler même un vainqueur de la CAN comme le Sénégal. Derrière le football, le jeu est clair. Ce n'est plus seulement une question de terrain, c'est un terrain de pouvoir où Fouzi Lekja détient toutes les cartes. Mais derrière cette plainte contre le Sénégal et Pape Thiaw se cache une hypocrisie flagrante. Car Fouzi Lekja, celui qui menace de sanctions, est loin d'être un exemple de fair play. Regardons les faits. En 2019, finale de la Coupe de la CAF entre Zamalek et RS Berkane, Fouzi Lekja aurait porté un coup de tête à l'arbitre international éthiopien Bamelak Tessema, un acte confirmé par des rapports officiels et des témoins. La fédération éthiopienne porte plainte, mais la CAF classe l'affaire sans suite. En juillet 2025, CAN féminine Maroc contre Nigeria, après l'annulation d'un pénalty en faveur du Maroc, Lekja insulte publiquement le trio arbitral féminin namibien et accuse la CAF de partialité. Suite à cette affaire, le directeur des arbitres de la CAF, Désiré Nouma Diaz Doué, est remplacé par Bakary Papa Gassama avec l'aval de Gianni Infantino et Patrice Motsepe. En novembre 2015, Coupe du Monde U17 entre le Maroc et le Brésil, après l'élimination du Maroc, Lekja critique violemment l'arbitrage. Conséquence, aucune sanction n'est prise. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Samuel Eto'o avait protesté en tribune lors du quart de finale Cameroun-Maroc le vendredi 9 janvier 2026. Résultat, le mercredi 14 janvier, le jury disciplinaire de la CAF le sanctionne lourdement. Suspension de tous les matchs officiels de la CAN 2025 et une amende de 20 000 $ pour mauvaise conduite. Et derrière ces sanctions, qui tire les ficelles? Selon les observateurs, Fouzi Lekja et ses alliés, protégés par Gianni Infantino et Patrice Motsepe, ont clairement influencé le verdict. Le message est limpide, les règles ne s'appliquent pas à tous de la même manière et le pouvoir, plus que le terrain, semble dicter sa loi. Mais il est encore plus révélateur. Tout semble avoir été fait pour favoriser le Maroc pendant cette CAN. Prenons d'abord le traitement médiatique. Jusqu'au moment où nous réalisons cette vidéo, la CAF n'a publié aucune félicitation pour le Sénégal, vainqueur de la compétition. Et pourtant, pour d'autres événements récents, entre l'AS FAR et la ZEC Mimosa, le 21 novembre 2025, publication et félicitations le même jour. Coupe du Monde U20, victoire du Maroc 2-0 contre l'Argentine le 19 octobre 2025, félicitations publiées dès le lendemain, le 20 octobre, sur la page officielle de la CAF. Mais l'injustice ne s'arrête pas là. Après la CAN 2025, Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, vaincu sur le terrain par le Sénégal, est désigné meilleur entraîneur de la compétition au détriment de Pape Thiaw qui a mené le Sénégal au sacre. Pour mieux comprendre le décalage, comparons avec les éditions précédentes. CAN 2023, Côte d'Ivoire est vainqueur et son entraîneur Emerse Faé est désigné sélectionneur du tournoi. CAN 2021, Aliou Cissé, vainqueur avec le Sénégal, est désigné meilleur entraîneur de la compétition. CAN 2019, Djamal Belmadi est désigné sélectionneur de la compétition suite au sacre de l'Algérie. Il y a également les statistiques qui parlent d'elles-mêmes. Si on prend Pape Thiaw, c'est 6 victoires, 0 défaites, 13 buts marqués et 2 encaissés. Walid Regragui, c'est 5 victoires, dont 4 sur le terrain, 1 défaite, 9 buts marqués et 2 buts encaissés. D'autres choix individuels accentuent également le doute. Yacine Bono du Maroc est désigné meilleur gardien du tournoi au détriment d'Edouard Mendy. Alors que Mendy a effectué un arrêt décisif lors du tournoi et présente de meilleures statistiques. Autre paradoxe, le meilleur arrière droit accordé à Achraf Hakimi plutôt que Krépin Diatta. Alors que Diatta a joué 6 matchs contre 5 pour Hakimi et présente une moyenne générale supérieure de 7,9 contre 7,5 pour Achraf Hakimi. En cumulant ces choix et décisions, le constat est clair. Le traitement des vainqueurs et la distribution des récompenses semblent systématiquement biaisés en faveur du Maroc, laissant planer de sérieux doutes sur l'objectivité de cette CAN.